Coucou tout le monde, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui un format un peu différent sous forme d'audio. D'une part parce que j'ai besoin de me mettre en retrait tout en ayant cette volonté de partage. Et en même temps, j'en ai marre de me voir en vidéo, en fait, d'alimenter le narcissisme du personnage qui se juge, qui se trouve belle ou pas, Enfin bon bref, on va pas digresser là-dessus. J'ai constaté ces derniers temps, en écoutant des podcasts, que en fait j'étais beaucoup plus attentive aux messages qui étaient délivrés quand j'étais en audio seule. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite infection aux yeux, donc qui est totalement guérie, hein, mais voilà, cette infection, en fait, j'ai écouté les podcasts pendant que je me soignais les yeux. Et, euh, et je me rends compte que quand on a uniquement l'ouïe qui est activée, en fait, quand on se prive d'autres sens, on est plus concentré. Non pas que le message que j'ai à vous partager là soit hyper méga important, que j'ai un truc à vous enseigner, non, non, pas du tout. Comme d'habitude, c'est un partage. C'est pas histoire de vous raconter ma vie, même si ça en fait partie un petit peu puisque c'est un partage personnel. L'intention que j'ai derrière, puisque j'aime bien dire quelle est mon intention, parce qu'on a tendance à tous interpréter, et c'est humain, il n'y a pas de souci. L'intention que j'ai par rapport à ce partage, c'est si ça peut servir une seule personne qui écoutera, qui aura besoin d'écouter, ce sera gagné en fait. Si ça sert à personne, c'est ok aussi. Mais voilà, s'il y a une seule personne qui peut se dire ah, ok, on peut sortir du burn-out, c'est possible, on peut aller mieux, ou quelqu'un de l'entourage qui se dit ah finalement peut-être que je fasse attention à ci ou ça, bon ce sera gagné quoi en fait. Quoi qu'il arrive, c'est gagné quand même puisque c'est un partage de cœur à cœur et voilà. Alors j'espère que ce sera pas trop long. Je vais essayer de faire en sorte que je vais essayer de pas parler trop vite non plus parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Mais bon voilà. Donc c'est parti. Ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler du burn-out et de ce que j'ai vécu moi. Pour que ce soit plus vivant, pour que ce soit plus illustré, parce que ouais, j'ai vraiment envie de partager là-dessus, parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Malheureusement, on en arrive là. Après, c'est pas un jugement, parce que si je n'étais pas, je veux intituler cette vidéo du burn-out à, à la connaissance de soi ou à la quête de soi, ou je sais pas, mais voilà, ça va être ou à la découverte de soi. Voilà, pour moi, le burn-out, ça a quand même été un cadeau, aussi douloureux soit-il, et on peut en sortir. Donc, c'est ça le message, et c'est ce que j'ai envie de faire passer aussi. Et puis voilà, d'autres choses aussi, mais l'intention première, voilà, elle est là, c'est on peut sortir de ça. Courage à tous ceux qui vivent le burn-out. Soyez doux avec vous-même, parce qu'on a tendance à se juger, mais bon, je vais y revenir, hein, je vais développer ça tout au long de l'audio. Je vais essayer d'être concise mais précise en même temps. Donc voilà, déjà le premier point que j'avais envie de faire, c'est une différence quand même entre la dépression et le burn-out, puisque j'ai eu la chance de connaître les deux. Euh, alors après, je vais être très succincte, hein, c'est pas l'idée, c'est juste de faire une image et puis c'est mon ressenti, je dis pas que c'est la vérité. Pour moi, la dépression, il y a un mal-être, une tristesse, quelque chose de très profond qui fait qu'on a du mal à se lever, qu'on n'a plus envie de se lever, qu'on a des idées noires, qu'on tourne en boucle dans le mental ces idées noires, et, euh, et on n'est pas capable en fait, et puis on n'a pas envie de se relever de suite. Alors attention, hein, parce que pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, on a envie de sortir de la dépression. C'est pas des états faciles. Euh, c'est pas des états où on aime aller. Et pour autant, voilà, hein, on a tous des hauts et des bas dans nos vies. Et la dépression, elle peut être à un moment donné nécessaire et salutaire, justement. Alors comme tout arrêt, comme le burn-out, comme les maladies, comme tout ça,
ça peut être vraiment nécessaire sur le chemin. Ah, désolé, j'ouvre au chat. Donc voilà, donc la dépression, en général, on se replie sur soi et on n'a vraiment pas envie d'aller vers l'extérieur et, ni de sortir du lit même. Ça va jusque-là. Et le burn-out, à contrario, on a vraiment envie de bouger, de faire des choses, d'acter, mais on n'en a pas la capacité. Alors c'est ma vision des choses encore une fois, hein, mais je sais que quand j'étais en plein dans le burn-out, j'avais vraiment envie, bon, bah, déjà d'en sortir. J'ai eu quelques idées aussi un peu sombres pendant mon burn-out, c'est vrai, mais parce que moi c'était sur le physique et il y avait des peurs derrière. Je développerai ça après. Mais il y a plus une volonté d'en sortir avec le burn-out tout de même qu'avec la dépression. Et puis la dépression, elle vient de nous, euh, de nos pensées, de nos croyances, de l'apitoiement sur soi, et sans jugement, hein, parce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Et par moments, on n'a pas le choix que de s'apitoyer sur soi. On a tous une part Calimero, hein, active. Je vous parlerai dans une autre vidéo, tiens, des parts de soi, puisque j'ai expérimenté quelque chose de très rigolo, où j'ai laissé s'exprimer toutes ces parts. Et donc voilà, donc le Calimero, il fait partie de nous, et il est en nous, et c'est le côté humain, et c'est celui qui ne voit pas au-delà du bout de son nez, parce qu'il est là dans le problème. Et voilà, moi, la différence que je fais, en tout cas, ma vision des choses, c'est que la dépression l'a subie et on a vraiment envie de rester un temps, parce que c'est un temps, hein, au fond du trou. Le burn-out, on n'a pas envie de rester au fond du trou, on a vraiment envie de sortir de ça. Encore une fois, ce n'est que ma vision et c'est ce que j'ai expérimenté moi. Vraiment, le burn-out, j'avais envie d'aller bosser. D'ailleurs, j'ai recommencé à travailler un peu trop tôt. Je vous en parlerai après. Mais voilà, on a envie de vivre, on a envie d'ailleurs, le burn-out, c'est ce que ça a réveillé chez moi, c'est cette envie de vivre. Alors que quand j'ai eu des moments de dépression, parce que j'en ai pas eu qu'un dans ma vie, j'avais plus envie de vivre, quoi. Donc voilà, c'est les différences pour moi. Alors c'est succinct, hein, parce que j'ai pas envie de m'attarder sur la dépression. J'ai vraiment envie de focaliser sur le burn-out, donc c'est vraiment une définition entre guillemets très réductrice. Vous en avez d'autres, je vous invite à aller voir. Je suis sûre il y a des vidéos sur la dépression, sur le burn-out et tout ça. Mais là, voilà, l'intérêt c'est plus de partager et de faire quand même une différence entre les deux pathologies qui sont des pathologies. Voilà, une autre différence qu'on pourrait faire aussi, c'est que la dépression, elle est plus liée aux facteurs sociaux, environnementaux, personnels, alors que le burn-out, il est souvent lié au travail. On a souvent des burn-out liés au travail, bien que on puisse aussi, et là je fais un clin d'œil à toutes les mères et les pères au foyer de France et du monde, on peut aussi faire un burn-out parental, parce que le burn-out, il se souvient quand on s'est mis trop de pression, quand on s'est mis trop de choses sur le mental, sur le, sur le physique, c'est-à-dire sur le dos, parce que moi c'est arrivé sur le dos, mais pas que. Et, donc, ouais, le burn-out, il est plus lié à ça, au travail, et puis à cette pression et cette surcharge, en fait. Alors, chez moi, le burn-out, il s'est traduit par le physique, c'est-à-dire que, je vais vous raconter comment ça s'est fait, mais chez d'autres personnes, ça peut être aussi psychique, c'est-à-dire que il y a des connexions dans le cerveau qui peuvent chanter, et parce qu'on est en surcharge de choses. Et à ce moment-là, il y a, ouais, il y a pas une incapacité, encore que j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui m'a dit la personne, elle peut plus mémoriser, elle peut plus penser, elle peut plus, voilà, c'était chanté en fait. Donc c'était mental et psychique. Donc il y a différents types de burn-out aussi, hein, et, encore une fois, je vous invite, si vous êtes en plein dedans, à aller voir déjà courage, courage, et puis aller voir d'autres vidéos qui vous parlent, parce que l'important,
Dans tous les partages qu'on peut avoir, et on a cette chance d'avoir cette richesse sur YouTube et ailleurs, c'est prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec vous, et surtout, surtout, faites preuve de discernement. Ne prenez pas forcément ce qu'on vous dit pour argent comptant. Voyez si vraiment si ça résonne en vous, c'est important. J'aimerais faire un petit message, alors pareil très succinct, à l'entourage des gens qui vivent soit une dépression, soit un burn-out, parce que des fois c'est pareil, hein, on a du mal à faire la différence entre les deux de l'extérieur, alors que de l'intérieur, enfin pour ma part ça a été très très clair, j'ai vite fait la différence. Souvent par peur, vous allez avoir des mots genre allez, fous-toi un coup de pied au cul, avance, sors de là, c'est pas toi. Ce sont des mots que vous pouvez avoir qui sont là parce que vous avez peur pour la personne que vous voyez vivre cette dépression, ce burn-out, parce que vous l'aimez profondément. Et en même temps, ça n'aidera pas du tout la personne en face. Et ça, je l'ai vécu. Et, euh, et c'est terrible de s'entendre dire t'enfonces pas, bouge-toi et tout ça, quand justement il y a une volonté de s'en sortir. Parce que même la dépression, tôt ou tard, parfois elle conduit à des actes irréversibles, mais tôt ou tard on a envie de s'en sortir. Voilà. Et entendre quelqu'un qui vous dit c'est pas toi, oui, je suis joyeuse profondément, j'aime les choses, j'aime les gens, j'aime la vie, et en même temps j'ai des moments ou dans les phases basses, je vais m'apitoyer sur mon sort, hein, on va pas dire les choses autrement, ou je vais voir la vie du côté gris. Vous voyez, là, on a de la chance d'avoir du soleil, puis d'un seul coup, il y a des nuages. Donc parfois, c'est ça aussi la vie. On voit les nuages et on oublie qu'il y a le soleil derrière. Donc, pour moi, en tout cas, ce que j'aurais aimé voir de mon entourage, que j'ai pas forcément vu, c'est plus des messages d'encouragement, d'amour et d'écoute. Même si ça peut être dit tout doucement, ah écoute, d'habitude t'es super joyeuse, super souriante, et puis d'ailleurs exprimez-vous. Dites-lui à la personne en face de vous, dites-lui, je m'inquiète vraiment pour toi parce que bah, je t'aime profondément et moi te voir mal, ça me fait du mal aussi et ça me fait peur. Et voilà, exprimez-vous en jeu, bah, comme dans toute communication, hein, mais exprimez vraiment ce que vous avez au fond de vous, plutôt que d'aller au brutal et au frontal avec la personne qui vit la dépression ou le burn-out, vraiment. Parce que ouais, ça peut être très violent. Et puis on n'a pas besoin de ça, quoi. Dire, dans toute pathologie, on a une profonde envie de s'en sortir. Alors, je pense que sans arriver à la dépression, quand vous avez expérimenté des phases où vous étiez un peu plus morose ou un peu plus down, vous avez eu envie de remonter. Et quand on est down, on n'a pas envie d'écouter des paroles violentes, ou même si elles viennent du cœur et qu'on le sait, hein. J'ai beaucoup d'amour pour les gens qui m'ont dit ça dans mon entourage, et en même temps, ouais, il m'est arrivé parfois peut-être de les envoyer chier en disant c'est bon quoi, je sais ce que j'ai à faire, et tu m'aides pas. Et si je l'ai pas fait, dommage, j'aurais dû le faire. Parce que vraiment, c'est pas aidant. Ce qui est aidant dans ces phases-là, en tout cas moi dans le burn-out, parce que j'ai eu de la chance d'être accompagnée, ça a été vraiment le soutien. Et de peu de personnes certes, mais d'une personne en particulier, et je vais vous en parler. Et le soutien de cette personne qui pourtant était impuissante et souffrait de cette impuissance, hein, à me voir souffrir et à pas pouvoir m'aider. La présence et l'amour de cette personne, vraiment, ça a été... ouais, merci. D'ailleurs, je la remercie régulièrement, cette personne, mais merci d'avoir été là à ce moment-là, parce que c'est vraiment ça dont j'avais besoin. C'est juste la présence, le soutien, et puis un maximum d'aide. Parce que moi, le burn-out, il a été physique. Donc voilà, vraiment pour l'entourage, soyez un soutien, soyez là. Si vous avez besoin de dire des choses parce que vous inquiétez, dites-les, bien sûr. Et en même temps, mettez les formes et dites ce qui vient de vous, en fait. Et j'ai peur pour toi, je m'inquiète pour toi, et pas
Bon, ça suffit maintenant, bouge-toi le cul, c'est pas ça la vie. Non, non, parce que c'est violent et qu'on n'a pas besoin d'entendre ça, quoi. Euh, donc ça, c'était un petit message pour l'entourage de la famille. L'entourage de la famille, oui, bien sûr. L'entourage, la famille des personnes qui vivent ou la dépression ou le burn-out. Euh, parce que voilà, c'est vraiment des périodes compliquées à passer. Ça se surmonte, et ça se surmonte très très bien, avec le temps et la patience, vraiment. Je vais boire un petit peu d'eau. Excusez-moi. Parce que je vais rentrer dans le vif du sujet en fait. Sur moi, qu'est-ce qui m'a conduit au burn-out? Parce que, encore une fois, c'est pas pour m'en raconter, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte des mécanismes, prendre conscience des mécanismes qui vous ont conduit au burn-out. Parce qu'il y a des mécanismes derrière, comme toute pathologie, comme toute maladie. Il y a des mécanismes qui conduisent à ça. Et, euh, et, euh, et puis bah, voilà, ils sont différents bien sûr pour chacun. J'essaie de reprendre le fil de ma pensée, pardon. Ces mécanismes-là, ils sont différents pour chacun, mais si je vous montre le processus comme pour ma part j'ai conscientisé, ça peut peut-être vous aider à conscientiser le vôtre. Euh, alors déjà, la première chose qui m'a conduite au burn-out, c'était d'être coupée de mes émotions, mais vraiment complètement. Euh, je m'étais séparée. Alors, voilà, il y a coupé des émotions et puis il y a l'alcool aussi qui est rentré là-dedans. Je m'étais séparée du père de mes enfants, donc ça remonte à 10 ans. Et j'avais malgré tout quand même souffert, même si c'est moi qui étais à l'origine de la séparation. Et puis surtout, c'était bah, cette grande peur de cette nouvelle vie en fait qui s'ouvrait devant moi, d'être seule, euh, des conditions pas forcément faciles, hein. Et puis, euh, et puis ouais, il y avait une souffrance et à un moment donné, je me souviens, parce qu'au début, bon, j'ai expérimenté hein, les émotions et tout, mais très vite j'ai coupé en fait. Je me suis dit voilà, le mental a pris le dessus en me disant bon voilà, t'as ta vie à mener, les enfants à t'occuper, ton travail, cet appartement, donc bon ça suffit. Tu te relèves, tu bosses et puis bah, les émotions tu les coupes en fait. Et c'est vrai que pendant des années, euh, où j'ai exprimé quelques émotions, parce que j'en avais exprimé quand même, mais coupé du monde, quoi. Fallait surtout pas montrer, ni à mes enfants, ni aux amis, ni à l'entourage, que je pouvais avoir des émotions. Pardon, oui. Donc il y avait ouais, je suis rentrée dans une volonté de contrôle de ma vie, qui était déjà bien présente, hein, mais qui vraiment là, c'est vraiment intensifié, je vais dire ça. Donc voilà, le mental a repris le contrôle. Tu dois travailler, tu dois acheter à manger, tu dois t'occuper de tes enfants. Ils sont là très souvent. Euh, voilà, tu fonces, t'avances et puis bah, les émotions, machin, tu les laisses de côté, quoi. Donc il y a eu ce premier pas déjà, donc de couper les émotions, ce que je déconseille fortement, bien évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir retrouvé cette possibilité d'avoir retrouvé mes émotions et de pouvoir les laisser venir sans qu'elles prennent le contrôle de moi et sans qu'elles me percutent, mais juste les laisser être dans l'instant. Enfin, ça, c'est d'autres façons de gérer les émotions. Et là, on est dans la gestion des émotions, donc c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisque je veux vraiment faire sur le burn-out. Et donc voilà, j'ai été coupée de ça. Un autre mécanisme qui s'est mis en place après, on ne buvait pas du tout d'alcool avec le père de mes enfants, ou festif de temps en temps, c'était très très rare. Et j'ai commencé à mettre en place ça, à boire de plus en plus. Au départ, c'était le week-end, on faisait la fête, il y avait plein de copains là. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui étaient là à l'époque. Si vous passez par là,
Merci euh, d'avoir été là à ce moment-là et de ne plus avoir été là après le burn-out. Merci beaucoup. Et je regrette rien de toutes ces années, soyons clairs. Je veux juste expliquer en fait ce qui a conduit à. Donc ça a commencé à être le week-end, un week-end sur deux, et puis voilà. Et puis j'ai rencontré mon compagnon. Et là, alors je pense qu'on s'est tous les deux auto-alimentés là-dedans ou conduits là-dedans, ou peut-être lui plus que moi, mais bon, peu importe. Puis j'ai pas envie de juger ça. Mais on a commencé à boire régulièrement. Et puis bon, il y a certaines personnes qui me disent que c'était pas de l'alcoolisme. Eh bien, ça me fait mal au cœur d'entendre ça parce que pour moi, oui, c'était vraiment de l'alcoolisme. C'était tous les jours, c'était plusieurs alcools différents. Ça finissait souvent par un alcool fort, donc vraiment, c'était ouais, je comprends l'engrenage et je remercie le burn-out parce que vraiment, je voyais pas tout ça en fait. Alors ça a été progressif, hein, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça n'a pas duré très longtemps cette période non plus, euh, puisque je me suis séparée en 2013 du père de mes enfants et j'ai fait le burn-out en 2016. Donc il n'y a pas eu... et puis bon, j'ai pas commencé à boire de suite et voilà, enfin, j'ai une partie de moi qui est en train de se justifier, en même temps j'ai pas du tout envie de ça. Voilà, c'est là-dedans que je suis tombée en fait. C'était un peu musique, fête, alcool, drogue, rock'n'roll, sexe. Voilà, c'était la période dans laquelle j'étais. Et bon, j'ai peut-être encore un chemin de pardon à faire par rapport à cette époque-là, et encore que c'est très apaisé. Mais voilà, c'est pas histoire de raconter encore une fois, c'est histoire de vous montrer le processus. Parce qu'en fait, j'avais fini quoi? Ben, j'avais fini par être un robot complètement déconnecté. C'est-à-dire que ma journée type, c'était je me lève à 6 heures du matin, je me prépare, je prépare mes enfants, je les amène à l'école, je pars au travail. Là, au travail, c'était bah, je donne tout parce que je ne savais pas faire les choses à moitié et j'ai encore du mal avec ça dans mon entreprise. Donc je donnais beaucoup et je me croyais indispensable et vraiment ouais, j'étais vraiment investie dans ce poste et je me croyais importante et je donnais de l'importance à ça. Je rentrais entre midi et deux, je mangeais à peine parce que il fallait que je contrôle l'état de ma maison, il fallait que ce soit propre et parfait. Voilà. Donc c'est pour vous montrer à quel point j'étais enfermée dans un schéma en fait. Et l'après-midi, je repartais bosser et bah, s'il n'y avait pas les enfants, je pouvais faire des journées. Et pourtant, c'est pas mon patron qui me demandait ça, c'était moi qui me. Bon, après, ça devait bien l'arranger, hein. Petit clin d'œil si tu passes par là aussi. Euh, c'est pas lui qui me demandait ça, c'est moi qui me mettais cette pression-là en fait. D'être là, d'être fiable. Euh, et puis, ouais, je vais revenir sur la partie travail parce que voilà, c'est un ensemble de choses. Et en même temps, il y a la partie travail aussi qui a été super importante et assez déclenchante de ça. Donc, voilà, je finissais tard, je rentrais et puis c'était parti. Allez, on prend une bière, puis on va manger, on prend du vin et puis après on va prendre un Dijon. La plupart du temps, pas tout le temps. Et puis bah, on va se faire des câlins et puis bah, la journée va se finir avec beaucoup d'alcool vers minuit, 1 heure du matin et puis on recommence le lendemain à 6 heures. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant un long moment quand même. Je pense que ça a bien duré une année. Et pendant cette année-là, en plus, il y avait des facteurs qui pouvaient déclencher des émotions, des facteurs extérieurs, euh, qui en plus pouvaient déstabiliser tout ce contrôle. Donc plus il y avait des choses qui pouvaient m'impacter émotionnellement à l'intérieur, et plus je refermais en fait. Plus je voulais garder le contrôle de moi et pas me laisser impacter, et pas me laisser, voilà, je voulais pas pleurer, voilà, que je sois forte, que je continue. Ah, quel enfer dans lequel je m'étais enfermée moi-même en fait. C'est ça qui est intéressant, puis vous allez comprendre après, parce que sur le corps, ça s'est manifesté en fait comme ça aussi.
Et au niveau du travail, voilà, bah, en fait, je mettais la pression tout le temps. Il fallait que je fasse évoluer mon poste, il fallait que je fasse évoluer le process, il fallait que je termine la plupart des choses que j'avais commencé. Je me mettais une pression de dingue. Je voulais être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Euh, J'en faisais plus que ce que je devais. Et puis vraiment, je me mettais ouais, cette pression-là. Puis en plus, bon, au début, quand je suis rentrée dans cette entreprise, on était trois, donc le patron, un commercial, et puis moi. Et puis bon, entre-temps, il y a des gens aussi qui ont navigué. Et à la fin, on a fini, le patron et moi, puisque le commercial est parti. Et, euh, et vraiment, je voulais être fiable, je voulais être là, j'en prenais plus que ce que je devais en prendre, en fait. Mais par auto-injonction, à vouloir être là, à vouloir être fiable, à vouloir être stable, à vouloir en faire plus, à vouloir être cette personne sur qui on pouvait compter. Et, euh, et à vouloir contrôler. Et puis bah, derrière ça, il y avait une grosse envie d'être aimé aussi, hein. Vous savez, quand on en fait trop au boulot, patron, c'est un peu comme papa-maman, hein. Donc oui, il y a derrière, il y a des choses inconscientes, et notamment l'envie d'être aimé quand on a ce genre de comportement. Et encore une fois, si vous l'avez, je ne vous juge pas, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Avec le recul, je me rends compte de ça. Vous voyez, je vais encore ouvrir les yeux aujourd'hui en vous faisant ce partage. Euh, donc ouais, j'étais vraiment, puis je me croyais vraiment indispensable. Je me souviens d'une fois où mon fils était malade, et j'ai cette photo-là, d'ailleurs je l'avais pris en photo, et puis j'ai toujours cette image. Il y avait un canapé dans l'entreprise et j'avais mis mon fils sur le canapé, et je le regardais tout pâle pendant que moi j'étais en train de bosser, quoi. Non, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais bon, voilà, ça reste un souvenir et ça me montre à quel point je m'étais engagée et enfermée dans tous ces schémas-là, euh, dans toute cette croyance de devoir être quelqu'un de fiable, de devoir être indispensable, que l'entreprise avait besoin de moi, que mon travail était super important. euh, et en même temps, c'est pas un jugement si vous êtes là-dedans, hein, parce que ce sont des mécanismes que l'on met en place, et tout ça, c'est totalement inconscient. Il y a juste un jour où on ouvre les yeux, ou pas. D'ailleurs, certains peut-être ne l'ouvriront pas et c'est ok. Si vous avez envie de vous sentir indispensable, ok. Attention que la vie et votre corps ou la maladie ne vous ramènent pas à ça, parce que je disais au père de mes enfants il n'y a pas longtemps qu'il ne voulait pas s'arrêter alors il devait s'arrêter physiquement. Et je lui ai dit cette phrase, je pensais que mon expérience de burn-out avait servi à quelque chose, et des indispensables, il y en a plein les cimetières. Et je suis ravie parce que il a prolongé ce qu'il ne voulait pas faire, le temps de se remettre. Donc voilà, c'est ça aussi, ce partage. C'est semer des graines dans que ça serve de leçon pour d'autres, quoi. Avant d'en arriver à tout ça, au burn-out. Euh, Si on traduit, burn, c'est quand même brûler, quoi. Et donc c'est un feu intérieur qui finit par brûler à l'extérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai conscientisé. C'est marrant parce que quand je dis ça, j'ai des douleurs cervicales qui viennent. C'est très drôle. Intéressant. Euh, oui, parce que je peux pas dire non plus que témoigner de cette période-là, ce soit facile, malgré tout. Même si j'en suis sortie, et même, mais je continue à cheminer avec ça, avec cette période de ma vie, avec ces douleurs. Et donc, il m'est arrivé quoi? Ça s'est déclenché effectivement au travail. Donc, 1er juin 2016, ça c'est une date que je n'oublierai pas. Je vais donc pour le travail à l'entreprise. Alors, il y avait déjà la veille, je devais aller à l'entreprise et puis on m'attendait pas et j'y allais sur la route et en colère et j'étais crispée sur mon volant et je me rendais même pas compte de cette colère. Et c'est pour ça qu'il y a eu le burn-out d'ailleurs, parce que j'étais en colère contre mes collègues et mon patron inconsciemment. Parce que j'avais des collègues d'une autre entreprise avec laquelle on travaillait, où on stockait le matériel et tout ça, donc quelque part j'avais quand même des collègues.
Et donc il y avait cette colère-là, donc j'arrive là. Et le lendemain commence une sciatique. Et là donc je m'arrête une journée, je crois 2 jours peut-être, et puis non, je voulais pas m'arrêter. Non, bah non, mon patron il avait besoin de moi, vous comprenez. Et donc je me suis pas arrêtée assez longtemps, et je suis retournée sans voir cette colère qu'alimentait les douleurs, et sans voir que j'en pouvais plus, quoi, que j'atteignais un point de non-retour. Et donc il y a eu ça, et puis après il y a eu un colis que j'ai reçu au boulot, pareil. J'étais même pas censée être là, j'étais même pas dans mes heures de travail. Comme quoi la vie est bien faite, hein, parce que tout vous amène à conscientiser, à vivre les épreuves que vous devez vivre justement pour conscientiser. Tout est mis sur le chemin. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai reçu un colis qui était important, qui ne devait pas rester dehors. C'était entre midi et 2, c'était pas dans mes horaires. Le colis, il pesait plus lourd que moi. Ouais, vous avez vu que je suis pas très épaisse. À l'époque, je sais plus si j'étais encore moins ou pas. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Et donc j'ai porté ce colis et là j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos très importantes. Et puis bah, pareil, comme je voulais pas m'arrêter, alors je crois que j'ai eu un petit temps d'arrêt, mais je me souviens être retournée au boulot et que mon dos il est craqué au boulot, quoi. Parce que je ne voulais pas m'arrêter, je ne voulais rien voir, je voulais pas avoir cette colère qui m'habitait. Et, euh, et je voulais pas m'arrêter, ouais. Je me pensais vraiment indispensable pour mon patron, pour l'entreprise, pour tout, et je voulais rien voir du tout, en fait, à l'époque. Et donc là, bah, je me suis arrêtée parce que là, bah, plus le choix, hein, en fait, puisque j'ai fini par être bloquée des cervicales au bas du dos, assez progressivement, en fait. Bon, ça se mettait en place en fonction des peurs, en fait, parce que les cervicales, ça a été après une peur et une non-volonté je pouvais plus tourner la tête, donc une non-volonté de vouloir regarder les choses à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Donc ça a été ça. Et là, donc, bah, hernie discale, L4, L5. Donc, bah, pas le choix que de s'arrêter. Et alors là, sur le moment, ouais, pour moi, mon monde s'était écroulé. Parce que d'une part, j'avais tellement mal qu'il fallait que je reste alitée très très longtemps. Et très longtemps, enfin, il n'y avait aucune position d'ailleurs, même alitée, j'avais mal. Et j'étais sous dérivés morphiniques. Et même ça ne me soulageait pas, j'avais toujours mal. Et j'avais un médecin qui ne m'écoutait pas et qui n'allait pas d'ailleurs, merci, parce que j'ai changé de médecin du coup après ça. Pour lui, c'était psychosomatique et rien d'autre. Et, euh, et moi, j'avais énormément de mal avec ce mot-là. Alors aujourd'hui, j'ai pareil cheminé. Pour moi, psychosomatique, c'était tout est dans la tête, tu es en train de rêver tes douleurs, et il y a une partie de folie en fait. Pour moi, ce mot-là, c'était vraiment ça, alors que pas du tout. Alors déjà, je vais vous sortir quand même la définition de ce mot. Se dit des troubles physiques d'origine psychique. Et oui, sauf que moi, je le prenais vraiment pas comme ça. Et oui, les troubles physiques d'origine psychique, pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, ce sont nos croyances et nos pensées, donc le mental et la psyché, qui font notre réalité et qui peuvent se mettre sur le corps. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'enfermement. J'ai une amie thérapeute qui me suit depuis 2016, que je vois elle est devenue mon amie et ma maman de cœur d'ailleurs. Et elle m'appelait Robocop à l'époque, tellement j'étais coincée dans mon corps. Et cette personne-là, je l'ai vue pour ma fille en lui disant elle a besoin d'art-thérapie. On avait quelques difficultés à l'époque. Et elle a fini en disant
La petite, ça va. Rien de... En revanche, peut-être vous avez besoin de vous exprimer. Je vous laisse voir et puis vous me rappellerez ou pas. Et effectivement, après j'ai eu quelqu'un qui fait beaucoup de pratiques physiques et vibratoires et qui m'a aidé à sortir de tout ça. Donc j'ai vu le chirurgien qui a été odieux et qui donc me disait il faut des infiltrations. Et pour moi, il était hors de question qu'une aiguille rentre dans mon corps, qu'il y ait des infiltrations. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, la plupart des infiltrations pour le dos ne marchent pas. Et ne marchent pas pourquoi? Parce que c'est un message de la maladie pour aller investiguer l'inconscience qu'on ne peut pas voir et pourquoi on en arrive là en fait. Moi, j'étais tellement dans l'action et dans la volonté de faire que je voulais pas m'arrêter et la vie m'a arrêtée. Et donc, ouais, donc pour moi, il était hors de question de faire cette infiltration. Et là, j'ai dit, bah, il faut que je fasse quelque chose. C'est à cette époque-là que j'ai découvert le yoga. La méditation, d'abord. La méditation m'a beaucoup aidée. Les affirmations positives m'ont beaucoup aidée aussi. Parce que quand vous êtes face à vos peurs, c'est-à-dire que moi, j'avais peur de ne plus pouvoir m'occuper de mes enfants et c'était le cas. Heureusement, j'avais mon compagnon à l'époque qui était là et qui prenait le relais et j'avais mis en place aussi, il y avait une amie qui travaillait à l'école qui venait les chercher le matin et qui me les ramenait le soir et heureusement parce que moi je pouvais plus en fait parce que je ne pouvais plus conduire, je pouvais plus tourner la tête, je pouvais plus m'asseoir, j'avais mal je vous dis bon, très fort au lombaire parce que il y avait cette hernie mais en même temps j'avais mal dans d'autres parties quoi, les épaules parce que le poids que je m'étais mis sur les épaules, les cervicales, le bas du dos, enfin voilà, c'était tout un engrenage. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert la méditation et les affirmations positives, et ça me faisait beaucoup de bien. Chaque fois qu'il y avait un examen médical qui me faisait peur, je mettais des affirmations. Et après, il y a eu le yoga, et je bénis aussi cette prof de yoga, parce qu'elle m'a avoué après que quand elle m'a vue la première fois chez moi, elle s'est demandé par quel bout elle allait commencer, tellement j'étais coincée, enfermée dans mon corps. C'est-à-dire que tout le haut du corps était bloqué. Et j'avais peur. Et il y avait tellement de choses qui étaient enfermées en moi, des émotions qui n'étaient pas sorties, des traumatismes, des vieux traumas qui n'étaient pas sortis, une colère qui n'était pas sortie. Donc tout ça en fait. Pour ça que je pars à la quête de soi, l'ouverture du troisième œil aussi, les visualisations. Avant je ne savais pas que je pouvais visualiser. Et pourtant j'ai toujours été intuitive. C'est-à-dire que des années en avant, je me souviens, j'étais à l'époque avec un compagnon, mais bien plus jeune, et j'avais dit, la maison là, c'est la dernière fois que je la vois. Et effectivement, dans la soirée, je partais. Et parce qu'on avait rompu tous les deux. Enfin voilà. Et donc l'intuition, elle a toujours fait partie de moi, mais j'avais tout refermé en fait. Pour vouloir contrôler ma vie et pour vivre comme ce robot que j'étais, métro, boulot, dodo, alcool, voilà. J'avais refermé toutes mes capacités et puis ces émotions qui sont venues du coup, une fois que j'ai eu ouvert, me submerger au départ. Parce que voilà, c'est la cocotte minute, vous la mettez sous pression. Si vous sortez la pression d'un coup, enfin si vous ouvrez la cocotte sans avoir enlevé la pression, déjà elle explose. Et puis quand vous enlevez trop vite la poupée, il y a toute cette vapeur qui s'en va. Et qui s'en va très très vite. Et en fait c'est ça, donc les émotions elles revenaient, elles étaient autorisées à sortir. Toutes les peurs qui étaient là, mais des peurs des fois un peu bêtes. Je me souviens une fois d'avoir eu peur de monter sur une table de massage. Comme mon dos craquait régulièrement, il y avait la peur de rentrer dans la baignoire pour prendre un bain qui pourtant pouvait me détendre. Donc il y avait plein de choses qui étaient bloquées en fait, qui étaient cristallisées dans mon corps. Et je vous ferai un partage d'ailleurs sur la maladie, en tout cas ma vision. Et encore une fois, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est mon vécu et c'est ma vision. C'est pas une vérité globale qui peut se mettre à tous. Mais voilà, donc là j'en étais au yoga.
Donc le yoga, oui, au début, elle me faisait faire que des méditations, des mouvements des mains, vraiment des petites choses pour que je puisse reprendre la mobilité. Et ça a duré plusieurs mois, jusqu'au jour où elle m'a dit, bon, maintenant tu es prête, tu viens avec le groupe. Parce que voilà, ça m'avait isolée aussi, ce burn-out. Ça m'avait isolée du groupe, du monde, du vivant, parce que j'étais enfermée dans mes douleurs et dans ma maison. Je tenais pas assise, je tenais pas debout, je tenais pas allongée. Donc j'étais entre ces mouvements-là, qui étaient compliqués pour moi à l'époque. Et donc elle m'a dit, voilà, tu viens au groupe et tout ça. Et là, j'ai commencé à faire... Et en plus, c'est une prof extra qui vous dit toujours, parce qu'elle continue même si moi j'y vais plus, qui dit toujours qu'on fait que ce qu'on peut, qu'on va pas au-delà de ses capacités. Et vraiment de s'écouter. Donc en fait, c'est tout ça que j'ai réappris. C'est l'écoute de moi, l'écoute de mon corps. Et après, ben, ça a été le début du cheminement, avec les questions existentielles qui mènent au chemin initiatique. C'est qui je suis, pourquoi je suis là, où je vais, à quoi je sers, qu'est-ce qui m'anime. Toutes ces questions qui reviennent régulièrement d'ailleurs, parce que, alors pour moi, pareil, c'est que ma vision, mais quand on entreprend un chemin initiatique, c'est pour la vie. Et, euh, et on n'est jamais arrivé en fait. On est toujours en train d'apprendre. Et, et donc c'est cet apprentissage, ce chemin, cette quête, cette ouverture, c'est tout ce qu'on met en place. Et c'est juste incroyable. Et moi, je bénis vraiment ce burn-out parce que c'est lui qui a ouvert la voie à toute cette reconnexion à qui je suis. À mes capacités, à ce que j'ai envie, à ce que je suis capable de faire ou pas. À vraiment, pardon, il y a un chat qui éternue. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et, et ouais, le burn-out, il a servi à ça. Il a servi à ça. Euh, il a servi aussi à faire le tri dans ma vie. Parce que tous les gens qui n'avaient rien à faire de moi, et c'est ok, hein, et, c'est bien parce que enfin, pour moi c'est marrant ça les relations, c'est-à-dire qu'on s'accompagne parfois juste pour des petits moments, juste pour se montrer des choses, des parts de soi qu'on ne veut pas voir, ou je suis pas experte en relations, je dis juste ma vision du moment. Il y a des relations qui sont faites pour durer et d'autres qui sont faites pour être très courtes, juste pour vous montrer des choses sur le chemin. Et donc voilà, donc ça a fait un tri dans les relations. Ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur certaines personnes qui étaient là, mais qui étaient là que pour elles. Je pense à une personne en particulier qui est venue pendant mon burn-out, qui s'est déversée complètement, sans me demander comment j'allais, et qui est partie. Et quand elle est partie, j'ai eu besoin d'aller dormir parce qu'elle m'avait vidée, quoi. Et pourtant, c'est toutes ces personnes dont... Alors moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc en général, quand les personnes rentrent dans ma vie, elles sont dans mon cœur. Ce sont des personnes que j'aime, malgré les aventures ou les mésaventures qu'on peut vivre les uns les autres. En général, les personnes de ma vie sont des gens que j'aime. Et même quand ils en sortent, je m'arrête pas d'aimer quelqu'un là, cette personne-là. Puis en plus, elle est mignonne comme tout. Enfin voilà, il y a de l'amour pour cette personne-là, et pourtant, elle avait rien à faire dans ma vie. Et je l'ai compris à ce moment-là. Je vous parlais tout à l'heure, et je remercie encore une fois mon compagnon de l'époque, parce qu'il m'a vraiment accompagnée, et il était dans toute son impuissance de me voir souffrir. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, même sous médicaments, quand on croit encore à la chimie, et qu'on n'a pas encore exploré le pouvoir des pensées. Alors, je dis pas que la chimie est inutile, hein, attention. Hein. D'ailleurs, là, pour soigner la conjonctivite, j'ai une crème avec des corticoïdes, il fallait. Donc, je dis pas du tout que c'est inutile. Je dis juste qu'il y a d'autres façons complémentaires. Voilà, c'est ma vision des choses aujourd'hui, de se soigner. Et, et donc, ouais, cette personne, elle était là en soutien, en aide, et c'est ce que ça m'a appris le burn-out aussi, c'est-à-dire que je vivais même accompagnée, je vivais en solitaire, et je ne demandais jamais d'aide à personne. Et c'est là où ça vous ramène, alors je ne veux pas dire que je suis une personne humble, mais dans votre humilité.
parce que vous voyez vos limites et quand vous commencez à demander de l'aide, alors au début c'est dur parce que l'ego il est là, j'ai pas envie de demander de l'aide et tout ça. Et puis quand vous conscientisez qu'en fait on vit les uns, on interagit les uns avec les autres, et qu'on peut s'aider les uns les autres, avec des limites, avec des tout ça, hein, je vous dis pas de dévouer votre vie aux autres. Et d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai fait qui m'a mené à là où j'en suis, hein. Parfois, même très souvent, de faire passer les autres avant moi. Et ça, je l'ai fait longtemps. Très longtemps, par besoin d'être aimé. Et c'est ok aussi. La seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, il faut en prendre conscience. Et si on veut se soigner et sortir du burn-out, c'est aussi commencer par s'occuper de soi. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à dire aux enfants, bon là j'ai besoin d'un temps pour moi, donc je vais m'allonger 5-10 minutes et je reviens. Et c'était tellement fort et ancré en moi que ça répondait pas en face. C'était oui, 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 à tout à l'heure, quoi. Et c'est des petites choses qu'on s'autorise pas. Donc il y a eu tout ce chemin-là, en fait, de remettre les croyances, remettre les pensées, m'autoriser à m'occuper de moi, m'autoriser à prendre soin de moi, m'accorder de l'importance et de la valeur. Alors, ça, c'est pas fait du jour au lendemain, et je dis pas que c'est toujours le cas, hein. Il y a encore on affine, hein, toute notre vie, et ce sera le cas toute notre vie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et, ouais, et arrêter de faire passer les autres avant soi. Ça, j'ai continué quand même après le burn-out, mais je commence à mettre en place ce mécanisme-là, de voir si c'est ok pour moi de faire les choses avant de les faire, ou de donner avant de donner du temps, de l'expérience. Enfin voilà. C'est encore une fois un chemin. Et donc voilà, après, donc je suis sortie de ça, donc j'ai résorbé l'hernie discale, juste par cette reconnexion à moi, par ce temps que j'ai pris pour moi, par l'expression, parce que je ne vais pas dire la gestion, parce qu'à l'époque je ne les gérais pas, mais l'expression des émotions. En fait, c'est comme une renaissance. On se reconnecte à soi après avoir agi comme un robot. Et on retrouve l'essence, les besoins, l'envie d'être en vie. Alors ça, c'était bien après, mais je me souviens d'une fois où j'ai pris un bain, j'ai mis ma tête sous l'eau et j'ai entendu mon cœur battre et j'en ai pleuré, mais oui, je suis encore en vie. Parce qu'après le burn-out, il y a eu d'autres phases un peu compliquées. Par moments, j'ai eu des comportements où je quittais inconsciemment la vie, mais sans m'en rendre compte. Et je me souviens de cette fois-là, d'avoir entendu mon cœur battre et d'avoir pleuré en disant ouais, je suis là, quoi. Je suis là, je suis en vie et j'ai envie de vivre. Donc il y a tout ça. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que je vois que le partage est long, je vois la minute définie, je dis oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai parlé? Pour vous dire qu'on peut s'en remettre. En revanche, la dernière partie sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est ne faites ce que je dis parce que je fais, ne foncez pas tête baissée dans la reprise du travail, dans la remise en vie et tout ça, parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est donc une fois le burn-out passé, une fois la capacité de rebouger, une fois la mobilité retrouvée, une fois les douleurs estompées, parce qu'elles ont toujours été plus ou moins là par vagues, mais une fois les douleurs moins présentes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rupture conventionnelle et dans la foulée, j'ai fait la rupture en janvier et en octobre, je montais mon entreprise. Je me séparais de mon compagnon, je déménageais, vraiment la totale, quoi. Donc tout ça pourquoi? Pour vous dire qu'il y a un temps de convalescence qui est super important après le burn-out. Et moi, je ne l'ai pas pris, ce temps de convalescence-là. C'est-à-dire que je me suis dit, bon ben voilà, je suis guérie, machin, allez, on retourne dans la vie, on fait tout, on met en place les choses et tout ça. Alors il y a des choses qui étaient nécessaires,
Et en même temps, avec le recul, j'ai conscientisé. Je dis ça, c'était l'an dernier, où justement j'ai fait une formation sur c'était je dis non à la maladie, je dis oui à les émotions, enfin le sens des maladies, la gestion des émotions. Et où quand on m'a parlé de convalescence, je me suis dit, mais là pareil, j'ai fondu en larmes en me disant, mais j'ai pas pris ce temps-là en fait. Parce que là, le temps de convalescence, c'est quoi? Pardon. C'est le temps où on reconnaît qu'on a subi une maladie, une pathologie, des douleurs, peu importe, où on reconnaît ça et on va prendre le temps de se guérir, de se réparer et, et vraiment d'accompagner en fait, de clore cette maladie et tout ça, avant de retourner dans une hyperactivité quelque part, même si aujourd'hui je suis plus dans l'hyperactivité, encore que ça dépend des fois. Mais ce temps de convalescence, vraiment, et je vous le partage parce que je ne l'ai pas pris. Et pourquoi en fait ça a duré? Parce que le burn-out c'était en 2016, l'hernie discale, tout ça, j'ai résorbé en 2017, on est en 2023, on arrive sur 2024, je vous parle encore de temps en temps de douleur. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait ce chemin de réparation, d'auto-réparation, de vraiment conscientiser. Alors j'ai conscientisé les messages de ce burn-out et tout ça, et j'ai remercié. Et vraiment, j'ai vu des choses, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, puisqu'après, donc, je suis partie dans l'entreprise et dans le don de soi et dans faire passer les autres avant moi, quel que soit l'autre, que ce soit mes enfants, ma famille, mes amis et mes clients. Je faisais passer avant moi, en fait. Et donc, c'est aujourd'hui que je me rends compte. Ah, déjà, quand j'ai fait en 2018, j'ai fait je vous dis il y a un an, je suis perdue dans les dates. En 2010, ah non, c'était 2022. Bon, bref, on s'en fout. Cette formation-là où j'ai conscientisé voilà, que je n'avais pas pris le temps de convalescence. Parce que quand une maladie survient, quelle que soit la maladie, elle ne prend pas vie au moment où vous êtes malade ou vous avez ce burn-out ou quoi, mais c'est bien avant. Donc il y a des choses à aller voir avant la maladie et il y a des choses à aller voir après la maladie. Alors je vous ferai, si vous voulez en savoir plus, je vous ferai peut-être un échange là-dessus, mais là j'aimerais quand même clore cette longue intervention. Je sais pas si je serai écoutée ou pas, mais je m'en fous, comme je vous dis, s'il y a une personne que ça peut aider, parce que oui, j'en suis sortie. Aujourd'hui, je vais bien. Et je suis en train de prendre ce temps de réparation pour justement apaiser les dernières douleurs qui sont là. Et quand elles sont là, j'écoute ce qui est là. Moi, ça a pris du temps, mais parce que je suis têtue et bornée, et puis que j'avais pas les clés. Et qu'il y a d'autres épisodes de vie complexes qui se sont greffés là-dessus, parce que tant que vous voulez pas voir et pas écouter, de toute façon, l'univers est tellement bien, la vie est tellement bien faite que vous les amène sur un plateau. Mais donc voilà, donc prenez le temps, si je peux conclure là-dessus, quand le burn-out arrive, ou la maladie, peu importe, prenez le temps de voir qu'est-ce qui a déclenché avant la maladie, pourquoi vous en êtes arrivé là, pardon. Moi, il y avait cette colère envers mon patron qui était totalement inconsciente et que je ne voyais pas, et qui a été mise en lumière justement au début du burn-out. Donc, qu'est-ce que veut vous dire la maladie? Arrêtez-vous, regardez où vous en êtes dans votre vie. Voilà, moi j'avais vraiment ces mécanismes-là d'autodestruction. Quand on vit comme un robot comme ça, métro, boulot, dodo, alcool, sexe, drogue, enfin drogue pas trop, mais un peu, de temps en temps, enfin on s'autodétruit quoi. Et je le voyais même pas, sans parler voilà du contrôle de la vie et de la non-acceptation et de la non-vivance des émotions. Voilà, il m'a fallu en arriver là pour voir et pour commencer un chemin pour me retrouver en fait. Et après,
Voilà, donc prenez le temps de voir qu'est-ce que... alors c'est pareil, c'est un conseil, mais je suis pas là pour donner des conseils. Mais voilà, en fait, je vous dis ce que j'aurais aimé que Coralie de l'époque entende. Au-delà des brimades, au-delà de tu fais semblant, t'inventes ta maladie, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voilà, ce que la Coralie d'aujourd'hui voudrait dire à la Coralie de l'époque, c'est t'inquiète pas, tout va bien aller, tu es capable de résorber cette hernie, tu vas prendre le temps qu'il faut, tu vas te redécouvrir, prends le temps de faire ce chemin-là, d'aller voir quel est le message de la maladie, et tout va bien aller en fait. Et prends le temps, surtout, prends le temps après de la convalescence. Ce temps de dire voilà, je suis guérie, et en même temps, je prends encore le temps de reprendre les choses courantes, la vie, peu importe, en douceur. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce que j'ai réussi le plus à faire, c'est de mettre plus de douceur dans ma vie, de m'arrêter quand je le sens pas, ou de me dire là non, va pas travailler là-dessus parce que t'es pas ou en émotion ou en capacité ou tu vas faire de la merde en fait. Donc c'est ce que moi ça m'a apporté ce burn-out, c'est vraiment ouais, c'est un chemin de retour vers moi. Une ouverture de conscience, ouais. Je ne me considère pas comme éveillée, rien du tout. Et d'ailleurs, je vous ferai le partage sur le livre, voilà, que j'ai lu, qui est un très très beau livre initiatique. Mais oui, d'ouvrir quand même les yeux sur qui je suis, sur ce que je mets en place, sur mes blessures non résolues, sur tout ça. C'est ce que le burn-out a permis. Franchement, moi, je remercie, j'ai une profonde gratitude pour ce burn-out. Et j'espère qu'un jour, si vous êtes dans ça, vous arriverez justement à remercier. Remercier ce burn-out pour ce qu'il vous apporte. Remercier la vie pour cette pause qui s'impose et qui s'impose à vous, parce que là, c'est quand on en arrive là, on n'a plus le choix que de s'arrêter. Et dire waouh, il y a un grand enseignement derrière. Et il y a plein de possibilités après. Donc oui, je vais conclure là-dessus. Mon Dieu, près d'une heure. Je ne pensais pas parler autant, en disant que voilà, toute maladie, que ce soit le burn-out ou pas, mais je ferai peut-être un partage plus court sur les maladies, parce que je doute qu'il y ait vraiment que tout ça, mais toute maladie, tout burn-out, tout ça, c'est juste une clé d'apprentissage. On peut en sortir, parce que moi je considère que j'en suis totalement sortie. Alors je me suis peut-être dit que j'en étais sortie plus tôt que prévu, mais aujourd'hui j'en suis sortie. Les douleurs qui persistent là sont juste des... d'abord c'est pas souvent, c'est pas intense comme à l'époque. Les douleurs qui sont là aujourd'hui, c'est juste pour dire, va pas trop vite. Retombe pas dans tes schémas. Prends le temps pour toi. Oui, il y a plein de choses que tu as envie de mettre en place, tu as envie d'œuvrer, tu as envie... pas trop vite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Peut-être j'aurai une autre vision demain, je vous partagerai différemment demain. Mais c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc ouais, on peut vraiment en sortir. Et c'est une chouette étape. Voilà. Alors, si vous êtes en plein dedans, vraiment, je vous envoie toute ma compassion, parce que quand on est en plein dedans, mais c'est juste atroce. On souffre, on pleure, on a mal, on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait même pas si on va s'en sortir. En même temps, c'est un bel apprentissage aussi pour l'instant présent. Parce que la seule chose qui compte, c'est le burn-out et c'est cet immobilisme imposé. Donc vraiment, ouais, toute ma compassion, parce que
sur le moment, sur l'instant, comme toute maladie, comme toute chose. Certaines plus que d'autres, hein. On est bien d'accord qu'un rhume, c'est pas aussi fracassant qu'un burn-out. Ouais, toute ma compassion, toute mon empathie pour vous. J'ai envie de vous dire, croyez-y très fort, parce qu'il y aura des jours meilleurs. Allez voir ce que pour vous, ce burn-out veut dire. Allez voir les clés d'apprentissage, de compréhension de vous-même qu'il y a à l'intérieur. Après, faites ce que vous voulez, hein, c'est pas la question, mais vraiment, il y a d'autres choses après. C'est juste une étape de vie, aussi dure soit-elle. Il y a d'autres choses après. Et il y a beaucoup de belles choses après. Donc, courage. Courage. D'ailleurs, le courage, c'est le cœur en action. Donc, allez à l'intérieur de votre cœur, puisez-vous vos forces, vos ressources, parce que vous en avez. Et vous serez capable vraiment de dépasser ça. Donc, autorisez-vous à vivre pleinement ces douleurs, ces instants, ce burn-out. Et soyez sûr, sentez la petite étincelle au fond de vous qui dit ça va aller. On va dépasser ça. Parce que s'il y a une chose que j'ai comprise sur tout ce chemin initiatique qui est loin d'être terminé, et il y a encore des épreuves dont je me passerai bien, n'est-ce pas? La vie nous éprouve à la hauteur de ce qu'on est capable d'éprouver. Alors je sais que là, sur l'instant, vous avez envie de m'envoyer chier. Ouais, non, là c'est trop dur. Non, non. La vie vous éprouve à hauteur de ce que vous êtes capable de dépasser. Vraiment. Il y a une lueur d'espoir. Toujours. Même si l'espoir est différent de la foi. J'entends Rémi là, salut Rémi qui passe par là. Ouais, et foi en vous. Parce que cette épreuve-là, vous allez la dépasser. Vraiment. Et, vous verrez, en vous retournant, il y a juste des choses magnifiques. Je vais vous faire un dernier petit partage, puisqu'après tout, c'est déjà tellement long que je n'écouterai même pas ce que je vous partage, tant pis. Je me souviens des premières fois où je pouvais rebouger, être allée en forêt, avoir escaladé une petite butte, qui était quand même assez ardue, et de pleurer en redescendant, parce qu'à l'époque, je faisais l'aller-retour, je faisais le même chemin, parce que je me croyais pas en capacité. Et de pleurer par peur de tomber, tellement j'avais mal encore dans mon corps. Et quelques années après, cette même petite pente, de l'avoir descendue en courant, en disant si je glisse, que je me casse la figure, c'est juste génial et je vais être mort de rire et de rire. Donc vous voyez, un jour il y aura ça. Alors je dis pas que je rigole du burn-out. Non, non. Je rigole de certains passages, on va dire. Mais en tout cas, ouais, je remercie. Je remercie cette étape de vie. Je suis désolée d'avoir été aussi longue et en même temps, je pense que c'était nécessaire. Allez voir les mécanismes qui vous ont mené à ça. Prenez soin de vous. Ouais, courage, espoir. Et vraiment du fond du cœur. Il y aura des jours meilleurs. Je vous embrasse. Ciao, ciao.